Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir l'effet tunnel. On a déjà vu donc le pli de potentiel infini, le pli de potentiel fini. L'effet tunnel, c'est une autre énergie potentielle. Alors la forme de l'énergie potentielle, elle est sous la forme d'une marche qui monte et qui descend. Donc cette marche, elle a une largeur grand L. On a une énergie potentielle nulle avant, une énergie potentielle nulle après, et une énergie potentielle V0 entre 0 et grand L. On va prendre une particule d'énergie E qui sera comprise entre 0 et V0. Alors pourquoi étudier cette forme de potentiel, cette forme d'énergie potentielle? Parce qu'on rencontre ça essentiellement, enfin beaucoup dans la radioactivité alpha et dans les microscopes à effet tunnel, et puis dans d'autres phénomènes également. Alors, on va donc résoudre. Alors, avoir pris le choix d'une énergie qui est entre 0 et V0, je rappelle qu'en mécanique classique, on ne peut pas avoir une énergie qui est plus petite que l'énergie potentielle, c'est impossible pour la particule. Ça voudrait dire que dans la zone 1, ici, où l'énergie est plus grande que V0, la particule en mécanique classique est autorisée à être dans cet espace-là. De même dans la zone 3. En revanche, dans la zone 2, où l'énergie est plus petite que l'énergie potentielle, la mécanique classique interdit à la particule de s'y trouver. On va voir qu'en mécanique quantique, il y a une probabilité de présence que la particule se trouve néanmoins dans la partie où son énergie totale est plus petite que l'énergie potentielle. Alors, on va tout simplement résoudre, comme d'habitude, l'équation de Schrödinger stationnaire dans chacune des zones. Alors on remarque que la zone 1 et la zone 3 qui ont la même énergie potentielle qui est nulle se résout de la même façon. C'est la même équation de Schrödinger. Donc il n'y a pas d'énergie potentielle. L'équation de Schrödinger se résume par un seul terme à gauche, donc égal E phi à droite. On a déjà fait ça, c'était le cas du puits de potentiel infini. On avait trouvé une équation différentielle de ce type, où on avait posé petit k carré, aujourd'hui je le pose petit k1 carré, égale 2m l'énergie totale sur h bar carré. Ce type de solution, on l'avait trouvé pour le puits de potentiel infini, c'était une solution sinusoïdale. J'ai le choix de les mettre sous la forme cosinus-sinus, comme j'avais fait dans le puits de potentiel infini, ou de les mettre sous la forme exponentielle i exponentielle moins i. Aujourd'hui, on va voir que c'est peut-être un peu plus facile, enfin un peu plus pratique, de les mettre sous la deuxième forme, exponentielle i et exponentielle moins i. Donc, je choisis de les mettre sous cette forme, donc dans la zone 1, avec des coefficients A1, A'1, 1 pour zone 1, donc exponentielle i k1x et moins i k1x. Et dans la zone 3, même chose, mais avec coefficient A3 pour la zone 3 et A'3 pour la zone 3. Petit rappel, la fonction d'onde totale, c'est-à-dire Schrödinger complet. Fonction d'onde qui dépend de l'espace et du temps, est reliée à la fonction d'onde qui ne dépend que de x, celle dont je viens de parler ici, exponentielle moins i e t sur h bar. Ce qui fait que si phi de x a une forme en exponentielle ikx, en multipliant, je peux rassembler les exposants et ça me donnerait exponentielle i kx moins oméga t. Je vous rappelle que oméga est lié à e sur h bar. E égale h bar oméga. Si phi de x est sous la forme exponentielle moins i kx, le produit va me donner exponentielle moins i kx plus oméga t. Pourquoi faire cette remarque?
Parce que ça correspond à une onde qui se propage dans les x croissants. Ça correspond à une onde qui se propage vers les x décroissants. Or, le problème qu'on va étudier, c'est qu'on va envoyer une particule qui provient de moins l'infini, qui va se diriger de gauche à droite. Donc, qui provient de moins l'infini. Si elle provient de moins l'infini, elle va arriver sur cette marche d'énergie potentielle et elle va se réfléchir. Elle va y avoir donc une partie incidente et une partie réfléchie pour cette particule. Donc j'ai mis ici réflexion possible en x égale 0, le début de la marche. Ce qui veut dire, c'est une réflexion possible. Donc il peut y avoir aussi une transmission. Il y a à la fois réflexion et transmission. Donc transmission possible, en mécanique quantique, je dis bien, parce qu'en mécanique classique ce serait interdit, mais en mécanique quantique, transmission possible en x égale 0. Donc la particule pénètre dans la marche. Une fois qu'elle est en quantelle, elle peut sortir. Et ici, elle va continuer son parcours jusqu'à x, l'infini. Et comme elle ne rencontre pas d'autres marges d'énergie potentielle, il n'y a pas de raison qu'elle se réfléchisse à plus l'infini, ça n'a pas de sens, qu'elle se réfléchisse à plus l'infini. Ce qui veut dire que dans la zone 1, je peux avoir une onde incidente et une onde réfléchie, donc je conserve les termes en i-x et moins i-x, c'est pour ça que j'ai encadré en pointillé cette fonction d'onde, je la conserve, alors que dans la zone 3, puisque je sais qu'il n'y aura pas d'onde réfléchie, ce n'est pas la peine de considérer le terme en exponentiellement i-kx, qui correspond à une onde qui va dans le sens retour. Donc je vais supprimer A'3. A'3 égale 0, ça sera bien ça. Ce qui veut dire que cette fonction d'onde dans la zone 3, la dernière, se résume à un seul terme. A3 exponentielle i k1x. Donc je l'encadre parce que c'est ça qui va m'intéresser. Voilà pour les zones 1 et 3, où la particule est autorisée à être en mécanique classique, je vous rappelle. Dans la zone 2, la zone où, en théorie, la mécanique classique interdit à la particule de se trouver, je résous l'équation de Schrödinger avec une énergie potentielle qui est, cette fois, V0. Donc, ça me fait les deux termes de l'équation de Schrödinger stationnaire. Je résous. On a déjà résolu ça avec le puits potentiel fini. On avait déjà ce type d'équation. Je retrouve ici le terme que je mets positif, c'est-à-dire avec la parenthèse V0-E qui vient positive. Dans le puits potentiel fini, on avait appelé ça grand K carré. Cette fois, je l'appelle K2 carré. Et les solutions, étant donné que j'ai le signe moins ici, les solutions sont exponentielles. Ou, finalement, je peux aussi les exprimer en cosinus hyperbolique, SH hyperbolique. Je choisis aujourd'hui de les exprimer avec des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques, parce que c'est plus facile. Donc dans la zone 2, la fonction d'onde va être en termes de SH, de CH, avec les coefficients B2, B'2. Là, j'ai donc les formes de fonctions d'onde dans les trois zones. Donc, sinusoïdale dans les zones 1 et 3, là où la mécanique classique autorise la particule à se trouver. Pas du tout sinusoïdale dans la zone 2, là où la mécanique classique interdit la particule de se trouver. Pour continuer, j'écris les continuités. On a admis que la fonction d'onde était continue, donc ici en x égale 0 et x égale L, quand il y a un saut d'énergie potentielle, et non seulement la fonction d'onde, mais aussi sa dérivée. Comme il y a deux parties de saut potentiel, donc en x égale 0 et x égale L, je vais donc avoir 4 relations. Alors j'écris la continuité de la fonction d'onde en x égale 0,
Ça me donne donc, en x égale 0, A1 plus A', égale, quelle est la fonction d'onde dans la zone 2 en x égale 0? Eh bien, ici, je n'aurai plus que le terme B'2. Je me suis trompé. B'2, ici, en x égale 0. J'ai écrit la continuité de la dérivée de la fonction d'onde. Donc, si je dérive ici, ça va me faire K1 A1 exponentielle I1x plus, moins, pardon, K1 A' exponentielle moins I K1x. En x égale 0, ça va me donner K1 A1 moins A'. Pour la dérivée dans la zone 2, c'est le terme ici SH qui, en dérivant, va me donner un CH, et donc en x égale 0, le CH égale 1. Donc je récupère le B2 fois K2 quand je dérive cette fonction-là. Donc ça, c'est les continuités de phi et de dφ sur dx en x égale 0. Je fais pareil en x égale L. Je vérifie que je ne me suis pas trompé, on peut toujours se tromper. Donc en x égale L, je prends bien sûr la fonction d'onde de la zone 3, donc A3 exponentielle I K1L, c'est bien ça. Je prends la fonction de la zone 2 en x égale L, donc je vérifie, c'est bien ça. Je fais la dérivée ensuite de cette fonction-là, donc c'est A3 IK1, donc A3 IK1, exponentielle IK1L, et je fais la dérivée de ceci, donc il y a un facteur K2 qui va sortir des deux termes, donc K2 ici, B2CH, K2L, et B'2SH, K2L. Donc là, je crois que je l'ai correctement écrit. Donc ça me fait bien les quatre relations. Alors c'est un peu compliqué, hein, il y a quand même A1, A'1, A3, B2, B'2, ça fait 5 inconnus, a priori. Hein. Et quatre relations. Alors on peut toujours se dire A1 est un paramètre que je peux fixer comme je veux, donc ça ferait finalement plus que 4 inconnus et donc 4 relations. Ce qui veut dire que on peut résoudre. Alors le calcul, ce qu'on va chercher en fait à résoudre, c'est à trouver le rapport entre A3 et A1, le mettre en module, parce qu'après tout ça peut être complexe, ces coefficients, le mettre en module et l'élever au carré. Alors pourquoi A3 sur A1? Parce que A1, comme on l'a dit, correspond au terme EIK1x, et le terme EIK1x correspond à l'onde incidente, c'est-à-dire la particule qui arrive de moins l'infini et qui va buter contre la marge de potentiel ici. Et A3 correspond à la zone 3, c'est-à-dire à la particule qui a été transmise. Donc si j'ai l'amplitude de ce qui a été transmis à travers la marge de potentiel par rapport à ce qui était envoyé en incident, j'aurais récupéré le taux de probabilité que la particule traverse la marche de potentiel, cette barrière de potentiel. Et cette probabilité, on l'appelle l'effet tunnel. Alors, là, je n'ai plus de place, je vais arrêter là, je vais continuer, je vous donnerai le résultat. Ce calcul n'est pas exigible, mais par contre, il faut savoir le commenter.